Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, les 19 heures en Algérie, 20 heures notamment à Paris. Merci pour votre fidélité, notamment tous ceux qui nous regardent via le satellite à travers le monde. Ce soir, en première partie, nous allons revenir avec nos invités sur la situation diplomatique en lien bien évidemment avec la région du Sahel. Le putsch qui est survenu le 26 juillet dernier, notamment la sortie avec ces putschistes. On parle aussi de coup d'État, notamment du chef d'État du Niger, Mohamed Bazoum. On va essayer de comprendre un peu en quelques minutes les enjeux aussi pour l'Algérie et puis comment se positionne cette Algérie qui se dit notamment médiatrice. Peut-on parler d'une diplomatie plutôt affaiblie ou peut-on parler d'une diplomatie plutôt présente? Voilà, une Algérie, un pouvoir, un chef d'État majeur, un ministre des Affaires étrangères, mais surtout un président algérien qui a reçu dernièrement. On va essayer de comprendre réellement est-ce que cette Algérie, cette diplomatie, ce retour sur la scène internationale est réel. Encore une fois, c'est un souhait, un concept qu'avait déjà annoncé pendant plusieurs années Abdelaziz Bouteflika. Et puis dans un deuxième temps, ça commence à bouger apparemment au niveau de la politique, des partis politiques, mais bien évidemment, on va y revenir. Enfin, du côté du pouvoir, puisque près d'une trentaine de partis politiques, des syndicats, organisations de la société, donc, ont lancé leurs initiatives, je cite, pour consolider la cohésion sociale nationale, et puis sociale aussi, on va en parler, et sécuriser l'avenir du pays. Une initiative notamment lancée le 4 juin dernier avec toute une série, je vous le disais, de travailleurs, apparemment, de patrons. On va essayer de comprendre qui sont ces personnes, les partis politiques autour du pouvoir, qui constituent pour la quasi-totalité de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale dont on parle pas du tout, aussi bien sur des éléments positifs, qui sont faits peut-être par le pouvoir algérien, notamment des projets, comme nous parle ici Ayman Ben Abdelrahman, Premier ministre, qui s'est rendu, on va en parler ce soir, qui s'est rendu au sein de 3 wilayas derniers. Il a longuement, à chaque fois, évoqué le nom du président algérien Abdelmadjid Tebboune à chaque phrase, en remettant un peu donc son projet, son mandat, les réalisations. On va y revenir. Donc le FLN, le RND, le mouvement notamment El Bina de Ben Grina qui s'est exprimé. On l'écoutera tout à l'heure, notamment sur cette initiative. Et puis le front El Moustaqbel précisément. Voilà, ils sont nombreux, mais voilà, ce sont des partis politiques proches du pouvoir. Où sont les autres partis politiques? Le titre de l'émission, vous l'avez vu, Tebboune en lice pour 2024. Même si le président algérien ne s'est pas exprimé, eh bien, c'est une opposition aujourd'hui verrouillée, interdite. Point d'interrogation, on va en parler, mais on se rend compte tout de même que aujourd'hui, les représentants politiques donc sont intimidés, sont en procès, donc en instance judiciaire, et puis des partis politiques qui ont beaucoup de mal à se réunir précisément. On a entendu Abdelmadjid Tebboune, président algérien, la semaine dernière, dire OK, faites de la politique, mais un dénominateur commun, l'unité nationale. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'unité nationale? La démocratie, c'est aussi la diversité des républicains, les démocrates, les islamistes, par exemple. Il faut de tout pour faire donc un monde et faire un pays, construire une nouvelle Algérie, comme le souhaite une grande partie des Algériens et des Algériennes, notamment dans le cadre de ce Hirak. Avant de donner la parole, juste quelques éléments. Voilà, ils appellent au rassemblement dans un cadre inclusif et de concertation, de coordination et de coopération. Ils appellent donc toute la classe politique, toutes ces personnalités, ces organisations syndicales apparemment à se consolider autour de cette cohésion sociale, notamment un front intérieur pour faire face à l'ennemi interne, l'ennemi extérieur. On va en parler d'ailleurs, parce que l'Algérie est réellement en danger aujourd'hui, le complot et la Hissaba qui est longuement évoqué. Voilà quelques éléments ce soir dont on va parler. Et parmi les projets, tout de même, on peut souligner que dernièrement, samedi 12 août, donc l'autoroute Est-Ouest, frontière tunisienne, et le tronçon 80 derniers kilomètres donc ont été inaugurés par le Premier ministre. Vous me direz c'est une bonne nouvelle, mais comme le métro algérien qui a pris plusieurs décennies, eh bien pour construire cette autoroute Est-Ouest, il a fallu 17 ans. Voilà un dossier, un rebondissement, notamment autour de la corruption. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup d'analyses. Donc quels sont réellement les projets réalisés par Abdelmadjid Tebboune quand on sait qu'aujourd'hui il y a des coupures d'électricité quotidiennes. Il y a une réalité notamment au niveau de
de l'eau, une insuffisance d'approvisionnement en termes d'eau dans les foyers aux quatre coins du pays, que ce soit la capitale, que ce soit des wilayas qui sont autour de la capitale, par exemple comme Borj ou Boumerdès, eh bien il y a toujours des problèmes d'eau en Algérie. Donc où sont réellement ces projets réalisés là depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune? Beaucoup ont été notamment entamés comme ces terrains de foot mis en place par l'ancien chef d'État Abdelaziz Bouteflika, mais qui ont mis aussi du temps, 17 ans pour 80 km d'autoroute. Vous me direz, mais pourquoi? C'est une question qu'on se pose ce soir. Avec nous pour en parler, spécialiste des questions internationales, analyste politique, il est avec nous. Gamal Abina, bonsoir. Invitation, Jaben. Merci d'être avec nous. Le plaisir de le retrouver aussi, analyste politique, militant politique. Atman Mazid, bonsoir. Quel plaisir de vous avoir ce soir. Merci d'être là. Merci Chaban, merci pour tes nombreuses invitations que je n'ai pu honorer malheureusement pour des raisons personnelles. Et mes salutations à ton invité, à l'équipe technique de Al-Magharibia ainsi qu'à tous nos compatriotes en Algérie et ailleurs dans le monde. Merci de saluer l'équipe technique. C'est vrai qu'ils sont dans l'ombre, mais voilà, ils travaillent à nos côtés et sans eux, il n'y a pas d'émission. On les salue, bien évidemment, encore une fois, ce soir. Gamal Abina, on va parler quelques minutes diplomatie, bien évidemment. Où on en est aujourd'hui? Apparemment, la CEDEAO a reculé. Est-ce qu'elle a réellement reculé? Vous étiez aussi en train peut-être d'analyser et de dire au sein de nos confrères peut-être que tout ça aussi aujourd'hui, que si vraiment on est dans une période plutôt d'accalmie, et heureusement où vraiment voilà les militaires ne sont pas entrés, que l'Algérie a joué un rôle prépondérant. Il y a aussi cette relation avec le Nigeria, dans une Algérie aussi tout de même qui doit protéger ses frontières pour le pays, aussi en termes de migration. Avoir d'abord votre vision de la situation actuelle et puis aussi la position algérienne. Est-ce qu'il y a une réelle diplomatie? Est-ce qu'il y a une réelle puissance algérienne pour jouer un rôle important, puisque on sait très bien que cette Algérie est très bien placée, notamment avec ses 951 km de frontières avec le Niger? Oui, tout à fait. Il y a un chambardement géopolitique qu'on a observé depuis le 24 février 2022 avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine, de l'Est de l'Ukraine pour être très précis, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais c'est surtout l'Est qui intéresse les Russes. La question qui s'est développée par la suite, c'est que des régimes militaires ont pris le pouvoir, le Mali, le Burkina, la Guinée, puis maintenant le Niger. Des révolutions, c'est comme ça que c'est appelé à l'intérieur du pays, très portées par la population, faut pas l'oublier. Et ces révolutions ont le même discours. C'est un discours qui est anti-néocolonialisme français. Ils ne veulent plus voir les forces françaises sur place parce que les actions françaises militaires pour sécuriser le territoire n'ont pas été probantes. L'opération Takuba, Berkane, ça n'a pas été vraiment extraordinaire. Et surtout, et c'est le plus important, parce qu'il y a un sentiment d'injustice lié à la présence de ce qu'ils perçoivent comme des néocolons, les Français, et les endocolons, donc des gens qui sont à la tête de l'État et qui travaillent avec ces néocolons. Et bien tous ces éléments-là ont conduit à effectivement une augmentation des coups d'État, on le sait, mais surtout à une sorte définitivement de rupture totale avec la France, l'ancienne puissance coloniale, et un petit peu une rupture avec l'Occident. Et l'arrivée de la Russie dans l'équation, évidemment, a accéléré ce processus. Alors maintenant, pour ce qui concerne l'Algérie, les Algériens ont parfaitement pris en considération le changement des rapports géopolitiques, le retour de la guerre froide qui ne veut pas dire son nom, avec l'alliance Russie-Chine qui est une première tout de même. Et surtout, ils se sont rendus compte que à leurs frontières, on a 7 pays en frontières, quasiment tous sont soit en instabilité chronique, la Tunisie, le Sahara occidental et le Maroc, soit en guerre ouverte, on voit bien avec la Libye évidemment, on voit bien ce qui se passe dans la région du Sahel, les 3 frontières, le Mali, le Burkina, le Niger qui est frontalier et qui a une frontière 1000 km quasiment avec l'Algérie. Et bien tous ces éléments ont conduit à ce que les autorités algériennes qui sortent effectivement, vous l'avez dit dans votre introduction, de cette espèce de torpeur qu'on avait vu pendant quasiment 30 ans, aujourd'hui sortent littéralement de leur torpeur, se positionnent de façon radicale, parce qu'on parle de radicalité, à savoir d'un côté de dire qu'ils sont pour le retour de M. Mohamed Bazoum et de l'ordre institutionnel, et de l'autre côté sont opposés fermement à une action militaire dont ils savent parfaitement qu'on sait quand une guerre commence, mais qu'on ne connaîtra pas sa limite ni sa fin, puisqu'évidemment, avec le Soudan qui est en guerre civile, avec le Tchad qui est toujours instabilisé, eh bien ce serait quasiment toute la sous-région qui serait en guerre chronique et qui aurait des conséquences pour l'Algérie avec un afflux massif de migrants
de migrants de guerre cette fois-ci. Et donc tous ces éléments sont pris en considération par les Algériens. Ils ont décidé de prendre une position claire, ferme, qui a été rejointe aujourd'hui par la Russie d'ailleurs, faut le dire, c'est important. Donc aujourd'hui, effectivement, la CEDEAO qui s'apprêtait à engager une guerre qui aurait été catastrophique pour la région a reculé parce que il y a eu ce non catégorique de 4 pays de la région. Effectivement, le Niger pour commencer, mais le Burkina, le Mali et évidemment la Guinée. Et puis il y a eu ce non qui était quand même assez courageux des Algériens par rapport à cette intervention militaire. Et aujourd'hui, le nom des Russes et d'autres pays qui les ont rejoints, dont les Américains, rappelons-le. Tout cela a connu effectivement un accalmie sur la tension potentiellement militaire, parce qu'il faut rappeler, et c'est important, que le Niger, même si on n'aime pas le pouvoir qui est en place, c'est un pouvoir qui reste de toute façon une question nigérienne. Les autres pays n'ont pas le droit d'intervenir. En quoi, selon vous, en restant sur l'Algérie, et Azman Mazid va justement en réagir et nous donner aussi son point de vue, parce qu'il y a aussi la région du Sahel. On sait que l'Algérie tout de même a été ignorée dans certains conflits, la Libye, le Mali tout de même. Hein. C'est pour ça que cette question de diplomatie à chaque fois est remise en question, même si encore une fois, je le rappelle, il y a eu ce balai des limousines, ce va-et-vient, ces voyages aussi du président algérien. Mais voilà, vous dites que l'Algérie, elle a contribué à ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO notamment, se maintienne dans une accalmie, une sorte de pacifisme, même si elle a dit clairement qu'elle rejetait aucune autre, qu'elle excluait aucune solution éventuelle. Le non, ok, effectivement, Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé, d'ailleurs pendant que son ministre des Affaires étrangères était en Russie aussi, c'est à souligner, la Russie dans le Niger, c'est critiqué, mais quels sont les éléments de puissance, les critères importants qui ont fait notamment, entre guillemets, parmi les autres pays que vous avez cités, qui ont fait réfléchir ou changer de cap pour l'instant la CEDEAO, à part le nom bien sûr, bon ça c'est... Oui, ça on entend bien. Victoria Nolan avait discuté avec le ministre des Affaires étrangères algérien déjà, donc un rapprochement entre les États-Unis et l'Algérie sur cette question. Les Américains sont très satisfaits de voir le recul de la France. Il ne faut pas non plus rêver. Il n'y a pas d'alliance occidentale absolue. Il y a aussi des rapports géopolitiques, des rapports économiques intéressés. Les Américains ont une base quand même qui est à Agadez, qui n'est pas loin de Niamey, qui intéresse effectivement les Américains puisque c'est la base centrale de leur déploiement en Afrique. Puis surtout, ils voient bien que si jamais les Français sont écartés et que les Américains ont la mauvaise carte à jouer, ils perdent leur position dans la région. Ils ne veulent pas la perdre. Les Français ont 1500 soldats sur place et maintenant, pour revenir à l'Algérie a des intérêts géoéconomiques, géostratégiques évidents, puisqu'ils viennent de signer un accord cadre important avec le Nigeria pour ce fameux gazoduc qui devait traverser le seul pays stable de la région, à savoir le Niger. Donc les Algériens n'ont aucun intérêt à voir ce pays déstabilisé, que ce soit tenu par Bazoum, avec lequel ils s'entendaient très bien d'ailleurs, ou tenu par des généraux. De toute façon, la position algérienne est très claire. C'est d'un côté le retour de l'ordre institutionnel, mais par les Nigériens, et de l'autre côté, un refus catégorique de l'intervention militaire qui aurait des conséquences extrêmement néfastes, ne serait-ce que pour ces deux grands pays. Il ne faut pas oublier que l'Algérie fait partie évidemment de l'OPEP, tout comme le Nigeria, qui sont tous les deux intéressés par effectivement une relation apaisée. Et il faut savoir aussi qu'au Nigeria, il y a des confréries, par exemple la grande confrérie soufie de 50 millions d'individus, la Tidjaniya, qui effectivement a fait pression sur le président. Le Parlement s'est opposé à cette intervention militaire, et le seul pays qui était en mesure d'intervenir militairement, c'était le Nigeria. C'est le gros mastodonte de la région. 670 milliards de PIB avec un armement considérable. Donc l'Algérie a dit au Nigeria n'y allez pas. Le Nigeria, qui a compris son intérêt, n'y est pas allé, effectivement. Et aujourd'hui, ça se joue entre la présence française voulue ou non voulue au Niger, tout simplement. Merci Gamal Abina pour ces quelques précisions. Azman Mazid, il y a l'analyste politique, je sais que vous êtes aussi avez beaucoup d'intérêt pour les questions autour de la diplomatie du Sahel. Gamal Abina vient de terminer tout de même sur cet élément important évoqué par Abdelmadjid Tebboune, président algérien, le retour à l'ordre constitutionnel, dénoncer aussi les coups d'État. Là, je fais vraiment aussi appel aux Algériens que vous êtes, aussi le militant, qui appelle aussi à une réelle dépendance, une démocratie. Quand vous avez un président algérien où il y a des questions aujourd'hui de liberté d'expression qui se posent, il y a ces coups d'État aussi qui ont lieu en Algérie, notamment en 62 avec le gouvernement provisoire. On le rappelle, il y a cet arrêt du processus démocratique où les électeurs ont parlé en 91 sur les législatives. Et puis le Hirak, quelque part, il a subi un peu un coup d'État. Le président algérien qui dénonce un coup d'État, qui demande le retour à l'ordre constitutionnel. Vous adhérez, il est à sa place, il est légitime dans ces conseils-là, dans ces orientations?
Alors, moi, je tempérerai un petit peu les propos de mon camarade Gamal Abina concernant la puissance de la position ou algérienne dans la décision de la CEDEAO. Je préciserai simplement que dans la CEDEAO, il y a déjà le Niger, le premier concerné, celui sur lequel la CEDEAO sous pression voudrait intervenir, la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Sachant que le Burkina Faso, le Mali et la Guinée se sont déjà déclarés comme co-belligérants en cas d'attaque. Donc, ça serait une déclaration, ils ont précisé que ça serait une déclaration de guerre si le Niger était attaqué. Donc c'est de nature à tempérer un petit peu les décisions de la CEDEAO, qui n'a aucun mandat d'ailleurs pour intervenir au Niger, en violation complète des résolutions des Nations Unies, des statuts des Nations Unies. Avec quelle autorité pourrait-il intervenir pour rétablir un président, d'ailleurs rétablir un président, tout en imposant des sanctions qui n'ont pas le droit. Le Nigeria a coupé l'électricité au Niger. Ils sont sous embargo, y compris de médicaments, alors que la Russie, qui est en guerre, qui a envahi un pays avec des frontières, qui a violé des frontières d'un pays voisin, ne s'est pas vu imposer un embargo sur les médicaments. Pour un pays comme le Niger, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, c'est vraiment catastrophique et c'est criminel d'imposer de telles sanctions à un pays comme celui-là. Quant à la position de l'Algérie, oui, c'est une position. Il faut, en dehors des mots, il faut appuyer cette position par des actes. Et moi, j'aurais souhaité que l'Algérie prenne une initiative, non pas simplement à faire des déclarations et envoyer son ministre des Affaires étrangères aux États-Unis pour rencontrer Blinken et lui dire que vous inquiétez pas, voilà, vous pouvez toujours venir faire des affaires. Et il a, soi-disant, pour lui, c'est une réussite d'avoir ExxonMobil qui vient investir en Algérie. Voilà le résultat des pérégrinations de ce ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, c'est d'amener des entreprises américaines, d'ouvrir le marché des hydrocarbures aux entreprises américaines. Donc sortir de chez Total pour rentrer chez Exxon. C'est la différence, c'est la seule différence. L'Algérie se gagnerait aujourd'hui non pas à dénoncer un coup d'État qu'elle craint, parce que la lame de fond aujourd'hui en Afrique, c'est le rejet de l'assujettissement de ces pouvoirs corrompus, de la corruption de tous ces pouvoirs et de leur assujettissement aux puissances occidentales et néocoloniales. Il y a une lame de fond. Les peuples africains, malgré toute l'oppression, malgré toutes les dictatures entretenues, soutenues, cautionnées par l'Occident, se trouvent en difficulté. Et tous ces pays-là, s'ils ont dénoncé le coup d'État, c'est parce qu'ils le craignent chez eux. Aujourd'hui, au Nigeria, le président nigérien, il y a des appels pour le destituer. Donc il y a un coup d'État, il y a beaucoup d'appels à destituer ce président mal élu sous prétexte qu'il y a des fraudes électorales, comme dans tous les pays d'Afrique en général. On va pas cracher sur dire qu'il y a des républiques bananières. Il y a des républiques bananières au nord de l'Afrique qui n'ont pas de bananes. Voilà. Donc nous, on a un problème. Il y a des républiques bananières au sud du Sahel, mais il y a aussi des républiques bananières au nord du Sahel qui n'ont pas de bananes. Et l'Algérie en fait partie. Donc l'Algérie se gagnerait à prendre le train aujourd'hui des initiatives pour pour interdire déjà qu'il y ait aucune agression contre ce Niger, parce que l'agression contre le Niger, ça sera une suite, d'ailleurs, la raison de l'instabilité dans la région, c'est l'agression de la Libye, c'est l'assassinat de Kadhafi. Je n'ai jamais, et je ne pense pas que mon camarade ait soutenu Kadhafi ou puisse dire que Kadhafi c'était un bon président. Mais la déstabilisation de la Libye
elle se poursuivra, qui a depuis 2011, depuis déjà plus de 10 ans maintenant, aujourd'hui, qu'on a une instabilité au sud du Sahel, et cette instabilité, elle empêche l'Afrique de se développer parce qu'il n'y a pas de développement possible dans une instabilité. Et nous, Algériens, on a connu ça, on sait ce que c'est les années de braise que l'on a vécu en Algérie, où il n'y avait aucun avenir possible. Il n'y avait pas d'avenir, parce que l'avenir de l'Algérien, il se résout à finir la journée. C'était ça, l'avenir de l'Algérie. C'était un avenir au quotidien, aucune perspective, aucun projet, aucune planification. Et nous avons vécu pendant plus d'une décennie, au jour le jour, dans la crainte de ne pas finir la journée. Et c'est l'Afrique. Aujourd'hui, si nous laissons la CEDEAO sous mandat télécommandé par la France-Afrique pour soutenir ses intérêts et les intérêts de l'oligarchie avec les Américains qui jouent un double jeu, qui sont en même temps avec le loup et en même temps à pleurer avec le berger, si nous les laissons déstabiliser cette région, nous en pâtirons tous autant que nous sommes. Et il ne faut pas oublier aussi un élément que beaucoup, je pense, ignorent, c'est la communauté touareg. Que nous partageons avec le Niger, avec le Mali, l'Algérie et la Mauritanie. Ce sont toute l'assise du terrorisme qui est combattu au Mali aujourd'hui, au Niger et au Burkina Faso. C'est une partie de ces populations nomades qui se trouvent, dont une grande majorité sont des Touaregs, mais que nous partageons aussi avec eux. Donc c'est des éléments très 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 importants que l'Algérie devrait prendre en compte et prendre une initiative parce qu'il y va de ses intérêts, de sa sécurité. Mais malheureusement, ce pouvoir illégitime n'a aucune assise populaire pour pouvoir s'asseoir et avoir une assise solide, l'assise populaire qui lui permettrait de lever la tête et de prendre une initiative africaine. Moi, je l'ai répété plusieurs fois sur votre antenne, nous ne devons pas regarder. Nous avons aussi une histoire avec la Méditerranée. Nous sommes un peuple méditerranéen, mais avant d'être un peuple maritime, nous avons aussi des racines africaines. Merci. Voilà. Avant de nous lancer à l'assaut de la Méditerranée et de traverser la mer Méditerranée, que ce soit par la mer ou par les avions, nous devons aussi nous rappeler que nos racines sont africaines et que nos ancêtres, le premier Massinissa a dit l'Afrique aux Africains. Et l'Afrique aux Africains, et moi je revendique, je reprends ce slogan, l'Afrique aux Africains, et c'est à nous d'être, comme nous l'avons été dans l'histoire, des moteurs de paix, des moteurs, des acteurs dans les révolutions qui s'engagent aujourd'hui dans le monde. Merci. Je reviens à vous, Atman Massit. Il est 19h23. Encore, 7 petites minutes sur ce volet. Peut-être une petite mission pédagogique, Gamal Abina. Si on reste sur l'Algérie, ses prises d'initiative, ses intérêts, elle se situe où? Se situe Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui? Il est allé en Russie. Il a même passé un peu, encore une fois, pour quelque chose d'assez hérésique en disant que Vladimir Poutine était l'ami de l'humanité. Bon, je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. On peut pas dire que c'est un peu le qualificatif qu'on lui donne aujourd'hui à l'heure actuelle. Il se positionne où actuellement Abdelmadjid Tebboune, président algérien, donc sa diplomatie? Est-ce que réellement il y a une réelle assise, un retour sur la scène donc internationale? Pas en serrant des poignets, mais vraiment en disant, voilà, on est une réelle puissance, on a vraiment un rôle à jouer aujourd'hui. Ou est-ce que tout ça, entre la Russie, les États-Unis, les quelques voyages, aujourd'hui la France aussi, c'est complexe avec la France. Voilà, comment vous voyez pour apporter cet élément de rassurer ou pas nos téléspectateurs, téléspectatrices? Déjà, pour commencer, quand il a dit que c'était l'ami des Africains en parlant de Tebboune, il était Tebboune en parlant de Monsieur Poutine. Même Poutine, ça l'a fait sourire. Il a un peu exagéré le trait, mais bon, quelque part, il voulait expliquer qu'effectivement, il y avait une sympathie de ce qu'on appelle le Sud global vis-à-vis de la Russie. Non pas parce que c'est un grand héros des peuples, c'est pas le propos. C'est que Poutine donne le sentiment de résister pour une fois. Il y a un pays puissant qui résiste à l'oligarchie américaine surpuissante. Ensuite, tout de même que c'est une sortie
Pour un président algérien ou pas, d'ailleurs, c'est quand même une sortie en parlant de Vladimir Poutine. C'est largement excessif. Non, mais là, je suis d'accord, il a exagéré. Je pense qu'il aurait pu épargner ses plaisanteries. Il a fait sourire son interlocuteur, j'ai retenu que ça, moi. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'il cherche à nouer des relations à l'international. Il n'est pas en rupture avec les États-Unis. Il est en très bonne relation avec les Russes, on sait, avec les Chinois aussi, avec les Turcs. Donc, que ce soit les membres de l'OTAN ou les membres du club de l'Est ou des pays du Sud, effectivement, il est dans une bonne relation et il fait en sorte, il essaie de rehausser un peu ces diplomaties qui avaient totalement perdu qu'on n'avait pas eu depuis 35 ans, 40 ans. Ensuite, l'autre aspect, excusez-moi pour le bruit, l'autre aspect, c'est l'aspect politique. Alors, ça a été dit à l'instant, nous sommes africains, j'aime entendre ça. Par contre, il y a une chose que je veux clarifier, j'étais pro-Kadhafi, il n'y a pas de problème. Quand il était au pouvoir, son pays était heureux, ils l'ont détruit, mais on voit le résultat. Et c'est pas que c'était un homme exceptionnellement bon, c'est qu'il a fait un travail pour son peuple qui était indiscutable. Après, qu'on discute le personnage, c'est autre chose, mais la stabilité de la Libye a fait qu'au bout d'un moment, il est arrivé à la sagesse de calmer les tensions et les conflits en Afrique. Et c'est pour ça qu'on disait que c'est un faiseur de paix. Il a beaucoup négocié pour que des conflits n'arrivent pas. Donc ça, c'est des réalités. Aujourd'hui, l'Algérie devrait avoir ce rôle-là. L'Algérie qui est très loin de la Mecque des révolutionnaires. Et c'est vrai que pour qu'elle revienne sur un plan diplomatique, alors faut pas rêver. L'Algérie, c'est une puissance régionale. C'est pas une grande puissance. C'est une puissance en devenir. C'est une puissance qui a de l'influence, c'est vrai, politique, qui a peu d'influence militaire, on le sait aussi. Et quand on dit, par exemple, que l'Algérie pourrait craindre un coup d'État militaire, il faut savoir, si l'armée est aux commandes, ils vont pas se faire un coup d'État eux-mêmes. Aujourd'hui, on n'est plus là. Par contre, c'est vrai que le Nigeria, par exemple, peut être inquiet pour un coup d'État militaire, parce que s'ils intervenaient militairement, eh bien c'est le retour de bâton, ça pourrait se retourner contre eux, parce qu'il se trouve que les peuples africains voient d'un très bon œil ces coups d'État militaires, ils voient Sankara de retour, il y a un discours panafricaniste, on voit bien l'unité qui s'est faite de 3 nations pour Niger, qui était inattendue, il dit si vous y touchez, nous sommes dans le bateau. Donc c'est dire qu'aujourd'hui on est dans un changement radical et que l'Algérie doit prendre le chemin, le train en marche, en ne se trompant pas, en ne faisant pas d'erreur, mais c'est vrai quand vous posez la question, est-ce qu'elle était présente, est-ce qu'elle est en mesure d'interagir, est-ce qu'elle a un poids prépondérant? Non, elle n'a pas un poids prépondérant. Mais elle joue la carte de la multiplicité des positions en faveur d'une position de paix, de négociation. Et ça, c'est tout à son honneur. Alors, les Algériens ont disparu diplomatiquement depuis très longtemps. Il y a une tentative de retour qu'on commence à observer qui reste quand même très timide malgré tout. On n'est pas dans un grand retour diplomatique. Mais ce qui a témoigné de cette réussite tout de même, c'est cette fameuse dernière conférence qui s'est tenue à Alger des chefs d'État arabes, de la Ligue arabe, où là, vraiment, l'Algérie a su faire montre d'une certaine classe en organisation de cet événement et en demandant la réintégration de la Syrie qui n'arrive que 6 mois plus tard. Mais cette réintégration est effective aujourd'hui. Donc là, il faut que l'Algérie prenne effectivement son destin en main. Nous sommes africains, j'ai aimé ce propos parce qu'on l'oublie très souvent. Nous sommes africains, nous avons un rôle important à jouer en Afrique pour aider nos frères africains. Quant à l'Azawad, donc les fameux berbères du sud de l'Algérie, ils sont algériens indiscutablement et nous devons faire en sorte que l'Algérie traite tous ses enfants de la même façon du nord au sud, d'est en ouest. Donc l'Azawad, ce sont des Algériens, ce ne sont pas des sécessionnistes. Et les autres berbères du sud qui sont au Niger ou qui sont un peu plus au Mali, par exemple, sur les frontières nord, doivent être traités de façon égalitaire parce que c'est vrai qu'eux ont un traitement défavorisé parce que c'est des régions très pauvres, très désertiques, où vraiment on voit qu'il y a une paupérisation de ces fameuses tribus berbères qui restent nomades, c'est vrai, mais qui ont quand même une carte d'identité régionale de chaque pays dans lequel elles évoluent. Merci Gamal Abina. Athman Mazid, voilà une dernière réaction là-dessus, si vous voulez apporter d'autres éléments, si vous êtes aussi en contradiction. Veille de 2024, on va en parler dans un instant. L'international, c'est aussi important pour un chef d'État. L'Algérie, est-ce que Abdelmadjid Tebboune, il arrive à terme de son mandat? Est-ce que réellement il a reconstruit la diplomatie algérienne? Notamment, il a eu, entre guillemets, pas mal de cartes malheureuses, certes. On serait bien passé de ces conflits, mais il avait quand même toutes les cartes en main, là, actuellement. Il les a toujours, d'ailleurs, pour peut-être se redorer le blason à l'international et faire de l'Algérie et d'un personnage de pouvoir. Moi, je ne crois pas que Tebboune puisse faire quoi que ce soit. S'il n'a pas recours à la souveraineté nationale, s'il ne fait pas appel à son peuple. La seule puissance que pourrait exercer Tebboune, il pourrait prendre le train en marche en créant une initiative qui fédérerait justement derrière lui le peuple, en se mettant en avant, mais étant donné, connaissant sa situation son illégitimité, sa faiblesse aussi par rapport à toutes les affaires toutes les casseroles qu'il traîne derrière lui, c'est son fils impliqué dans des problèmes,
trafic de drogue, connaissant la corruption de tous les personnages de premier plan qui sont aujourd'hui à la tête de l'État, notre chef d'état-major dont les enfants sont ici installés en Europe, le Tebboune qui détient aussi des biens en Europe, on ne peut pas attendre d'eux alors qu'ils ont toute leur engeance inscrite et alors qu'ils ont inscrit l'avenir de leurs enfants dans l'avenir de l'Europe et des Occidentaux, aujourd'hui prendre une position qui ira à l'encontre de ses intérêts. Donc ils doivent concilier entre le chou et la chèvre, ils doivent concilier entre leurs intérêts et les ingérences extérieures, les ingérences américaines, etc., et essayer de sauver leur peau en essayant de prendre la protection de Poutine, qui aujourd'hui a protégé par exemple Bachar al-Assad. C'est un très bon exemple, parce que la situation de Bachar al-Assad, il ne faut pas oublier qu'il doit la survie de son régime à la Russie. Et tous ces pays, un pays comme l'Algérie, s'il fait aussi bien la danse du ventre en Russie, c'est justement pour s'assurer, d'ailleurs quand le Hirak a commencé, on n'oublie pas la visite j'ai oublié le nom, bon, il est décédé, on va le laisser là où il est, mais on en a d'autres qui sont partis faire des génuflexions à Moscou pour demander le soutien de Moscou quand le peuple s'est levé. Il faut réfléchir, il faut regarder quand même aujourd'hui quand on entend Bazoum, tous ces responsables doivent quand même interpréter l'histoire, regarder un petit peu l'actualité telle qu'elle se passe et voir un petit peu, tirer quelques leçons, malgré que c'est une actualité qui change au jour le jour, qui change même y compris en cours de journée, excusez-moi, mais on doit quand même tirer les leçons et voir que qui a été déposé par les militaires, aujourd'hui, son seul secours, c'est l'intervention des forces étrangères. Ce n'est pas son peuple qui va le sauver. Il ne fait pas appel. Il a appelé, d'ailleurs, maintenant, il va être traduit en justice pour haute trahison. Et d'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible. Moi, je ne soutiens pas. Alors, que ça soit clair, je n'ai jamais soutenu. Et aujourd'hui, je n'appelle pas un régime militaire en Algérie. Je l'ai combattu depuis le début. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas appeler un coup d'État militaire. Je n'ai jamais appelé un coup d'État militaire. Mais d'ailleurs, c'est notre armée qui est un danger pour l'Algérie, puisque toutes les dissensions qui sont à l'intérieur de cette armée peuvent exploser au grand jour sous une influence d'une partie ou d'une autre du monde occidental ou du monde oriental, que ce soit les Chinois, les Russes, les Français, les Américains. Et on a toutes ces puissances, on leur relaie à l'intérieur de l'armée. Nous n'avons pas une armée soudée avec une seule orientation, un seul. D'ailleurs, nous avons des dizaines de généraux dans l'armée, et c'est ça le danger de notre armée. Nous avons peur que notre armée se disloque et qu'une frange de cette armée prenne l'ascendant sur une autre, et que d'armée nationale, ça soit une faction au service d'une puissance étrangère pour l'Algérie. Ils ont été... Aujourd'hui, la Russie, elle a sauvé Bachar al-Assad, et ces dictateurs, tous ces dictateurs, essayent d'avoir des garanties auprès de Poutine pour assurer leur survie au pouvoir, et ne pas s'asseoir, ne pas revendiquer, ne pas essayer de chercher le soutien populaire, le seul qui leur garantit une immunité, une impunité, voilà, vraiment une force qui soit inattaquable, qu'aucune puissance aujourd'hui, si aucune puissance ne peut s'attaquer à l'Algérie, c'est parce qu'elle est un peuple qui est soudé d'est en ouest et qui a dit Khawa Khawa. Il y a déjà 4 ans. Je reviens à vous, Atman Majid, justement. On ne veut pas, nous réglerons nos problèmes. Je reviens à vous, excusez-moi de vous interrompre. Vous avez déjà commencé en parlant de cette illégitimité du président algérien maintenant depuis bientôt 5 ans. On va écouter ici Abdelkader Bengrina, donc le patron du mouvement Albina, qui appelle
à ce front interne, à cette unité, réunir tous ces partis, cette initiative politique, mais on va se rendre compte, on va apporter des éléments d'analyse, il s'agit tout de même des partis proches du pouvoir en tout cas. استغرب عندما تتكلم مع بعض النخبة الوطنية ولا يستشعرون الخطر الداهم على الأمن القومي الجزائري وكأننا في حال تراحة ويقول لك الدولة هي اللي تقوم بمهامها. الدولة هي بشعبها، الدولة هي بنخبها، الدولة هي بأفرادها، الدولة هي بأحزابها، الدولة هي بجمعياتها، الدولة هي بأئمتها بصحافتها هذه هي الدولة ما هيش قال إذا بنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. الدولة نحن كل لازم أن نتجند من أجل حمايتها وأمنها واستقرارها كل حسب الإمكانية، واحد بالتوعية، واحد بتحقيق الأمن الغذائي، واحد بالزراعة، وواحد بالاقتصاد، وواحد كل واحد يأمن الأمن القومي تاعنا بالإمكانية اللي أعطاها له ربي. Gamal Abina, fondateur aussi du mouvement Droits des citoyens, si je ne me trompe pas, Droits civils. C'est un scoop pour personne, vous êtes à Paris. État tout de même de droit, la démocratie est présente, elle se discute, c'est pas la thématique de ce soir. Bon, mais en tout cas, on a une assemblée populaire en effervescence, on a une assemblée nationale, on a des débats un peu partout dans les médias, parfois même un peu trop, et ça part dans tous les sens. En tout cas, tout le monde s'exprime. Le champ politique est ouvert, le champ médiatique, parce que je pense que pour préparer une élection législative, municipale ou présidentielle, je pense que ce sont les deux ingrédients essentiels. On a une initiative ici, effectivement, qui réunit, je ne vais pas refaire la réintroduction, qui réunit plusieurs proches et partis du pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Abdelmadjid Tebboune, la semaine dernière, dise encore, mais allez-y, faites de la politique, j'ouvre le champ politique dans un premier temps. Comment vous voyez ce pays à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'est pas verrouillé? Est-ce qu'il n'est pas fermé? Est-ce que l'opposition n'est pas l'opposition? Voilà. Il n'y a pas de réelle opposition, on est en une opposition. Est-ce qu'elle est interdite aujourd'hui en Algérie? Je ne sais pas si elle est vraiment interdite, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a des difficultés à s'exprimer. Après, le discours qui est soutenu, parce que les médias sont largement réduits en termes de liberté. Il y a un vrai recul, et je le regrette, parce que ça n'a aucun intérêt de réduire la presse. Je ne vois pas l'intérêt de le faire, parce qu'il n'y a pas de risque. Si l'homme qui est au pouvoir est à la hauteur, il n'y a aucune raison. Ensuite, non, ce qui me pose problème dans le discours qui était fait, ça rappelle un peu les années Boutef, où le RND, le FFS, tous les grands partis comme ça, disaient il faut faire un grand front comme ça qui soutienne le président, le FLN, vous voyez un petit peu la caricature que c'était, et ça n'a pas donné grand-chose de bon par la suite, parce qu'il y a une confiscation du pouvoir par certaines élites qui ont en profité quand M. Bouteflika était malheureusement malade. Là, aujourd'hui, c'est un peu le sentiment. C'est-à-dire qu'on sait que le président dit qu'il ne se représenterait pas pour un second mandat, et que moi, j'accepterais qu'il se représente si le peuple le réclame, s'il y a une véritable effervescence populaire, si les résultats sont au rendez-vous, mais pas l'idée de se dire il y a un parti qui va être uni tous ensemble dans un bloc, parce que si on dit un seul bloc, il n'y a plus d'opposition. Là, on n'est même pas dans le parti. Le président a affirmé qu'il ne se représenterait pas? Au tout début de son mandat, il a dit qu'il serait pas en mesure de se représenter. C'était un peu discuté. On ressent pas actuellement que, apparemment, on a Ayman Ben Abdelrahman, Premier ministre, qui vient de se faire 3 wilayas, qui s'exprime toutes les 2 phrases en parlant et en vantant le président. Il fait campagne. Moi, les résultats, s'ils sont à la hauteur, c'est autre chose. Je vais pas prendre la parole contre lui. Je dis simplement que il avait dit ça. Aujourd'hui, ça semble évoluer. Bon, on n'a pas toujours la même position au bout de 4 ans, c'est vrai. Mais si le peuple le demande, à la limite qu'il se présente, un peu comme Nasser à l'époque quand il a démissionné, et qu'il y a une grande ferveur populaire pour qu'il revienne. Moi, mon problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quand un État est fort, et si l'Algérie est censée être un État fort, eh bien, on doit être capable d'ouvrir même aux pires partis politiques. Pourquoi? Je parle des pires, les plus nihilistes, les plus même les ségrégationnistes, si vous voulez. Pourquoi? Parce que une démocratie comme en France, par exemple, le Front National, qui est un parti extrémiste, peut s'exprimer parce qu'il reste dans les cadres de la loi. Eh bien, en Algérie, malheureusement, quand on dit il nous faut un seul parti uni, on a un problème. Moi, je veux une multiplication de partis, comme c'était le cas en 90, par exemple, où tout le monde peut s'exprimer, quel que soit ce qu'il a à dire. Si il y a le parti des poules, eh bien, qu'il parle pour les poules. Mais dans tous les cas de figure, le meilleur va l'emporter. Et il faut que cette position soit en place, parce que si on reste encore bloqué sur l'idée de se dire attention, danger, à l'extérieur, on veut la peau de l'Algérie, donc ça ne fonctionnera pas, je suis pas d'accord avec ça. Et je vais même faire encore
tout à l'heure, juste pour finir mon propos, notre invité là a dit une chose, il a dit que les Algériens sont protégés par les Russes. Alors je suis d'accord pour la Syrie, effectivement, Assad doit tout aux Russes. L'Algérie, c'est pas pareil, il y a un jeu d'équilibriste. Effectivement, ils sont très proches des Russes, sauf qu'en 90, les Russes n'existaient plus, c'était Helsinki qui était au pouvoir, l'alcoolique, et donc l'Algérie était livrée à elle-même. Et il a fallu, malheureusement, une guerre civile, 250 000 morts, donc une catastrophe nationale, mais le pays ne s'est pas effondré parce que ceux qui étaient aux commandes, tous ces généraux qui étaient aux commandes, et c'était vraiment les généraux à ce moment-là, c'était directement eux, n'étaient pas vraiment inquiets en vérité parce qu'ils avaient la force pour eux malheureusement. Aujourd'hui, c'est pas le même rapport. Aujourd'hui, il y a un rapport d'équilibriste effectivement. Le monde change vite et l'Algérie doit s'inscrire dans le changement. Mais j'aimerais effectivement que on ouvre beaucoup plus la presse, qu'il y ait une multipolarité des partis, puisqu'on parle beaucoup de multipolarité aujourd'hui, et que si le président est à la hauteur, et il semble l'être, eh bien qu'il se présente normalement devant des candidats, non pas des lièvres, mais de vrais candidats qui seraient une opposition constituée pour avoir une image à la française avec un parti politique très riche et une opposition d'extrême gauche. Moi, ça m'irait très bien, ça. Je reviens à vous, Gamal Abina. Des médias qui s'ouvrent beaucoup plus. En tout cas, nous, à l'heure actuelle, on constate tout de même que les personnes qui sont en opposition aussi, qui critiquent, qui font des analyses positives, négatives, qui essayent vraiment de faire évoluer, qui parlent des sujets qui fassent. Malheureusement, les médias leur sont fermés. Je voudrais vraiment qu'on parle je sais que certainement vous avez des choses à réagir un peu sur la Syrie, mais Atman Mazid, je voudrais vraiment, il nous reste 10 minutes, ça va vite. Sur cette question, on a Ayman Ben Abdelrahman qui vient de faire donc une première tournée avec trois wilayas, Galma, Naba, El Taf, qui revient sur des infrastructures, de nombreux projets, notamment les travaux publics, les projets vitaux, comme il dit, l'énergie, l'industrie. Je rappelais tout à l'heure qu'on a mis 17 ans pour faire une autoroute est-ouest. Tout de même, il entre en campagne, le premier ministre, un pays où on nous parle de 50 engagements aussi, un pays où on nous dit qu'il faut des initiatives politiques et ils appellent à cette unité nationale, à ce front interne. L'Algérie que vous connaissez aujourd'hui, Atman Mazid, est-ce que c'est ça l'opposition ? Je ne vois pas en Ben Guerina une opposition. L'opposition, malheureusement, elle est réduite à portion congrue en Algérie. C'est l'immense, du moins l'opposition qui peut exister sur le terrain. Elle est réduite à portion congrue. L'immense majorité des militants sont emprisonnés. Quelques jours avant que Tebboune parle de liberté démocratique, de liberté d'expression, de liberté de liberté de s'organiser et d'occuper la scène politique, il venait de condamner Brahim Al-Alami, qui est un petit couturier, un couturier. Un couturier. C'est pas un révolutionnaire armé, c'est pas Che Guevara. C'est juste un couturier qui quelquefois chante quelques chansons. Il chante, il a un petit peu un verbe facile aussi, il a vraiment des compositions, des phrases qui touchent le cœur des Algériens. Et cet individu, cette personne, ce simple poète a été condamné à 8 ans de prison. 8 ans de prison, alors que le complice du fils du président Tebboune, il a eu 4 ans de prison. Lui, donc, qui a importé plus de 700 kilos de cocaïne en Algérie, a été condamné à 4 ans de prison. Et 8 ans de prison, sans compter en dehors il a encore quelques autres procès. Et il a déjà fait de la prison, plusieurs années de prison, plusieurs mois de détention préventive, etc., etc. Voilà l'état de la liberté en Algérie. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun développement possible en Algérie quand l'Algérie expulse, chasse d'une manière ou d'une autre. Alors on a peut-être un petit souci de connexion. L'Algérie, elle organise elle-même l'Algérie, la seule compétence algérienne. Par exemple, excusez-moi, juste. Allô?
Oui, on a un petit souci de connexion, mais on va tenter de vous. Je vous laisse terminer votre propos, mais j'aurai peut-être le temps de revenir. Je vais avoir le temps de revenir à vous dans un instant. Oui, donc je disais qu'il n'y a pas d'avenir, pas de possibilité de développement avec cette Algérie qui laisse s'organiser sur son territoire la saignée de toutes ses compétences. N'oublions pas que l'année dernière, la France a organisé sur le territoire algérien un concours pour recruter plus de 1200 médecins qui sont pas directement avec visa et poste à la clé au lendemain de leur arrivée en Algérie. Elle a organisé ce concours sur le territoire de l'Algérie. Donc 1200 médecins que la France s'est autorisée à aller choisir en faisant un concours sur le territoire algérien avec les autorisations, avec l'accord de l'Algérie. Donc l'Algérie aujourd'hui autorise des puissances étrangères, des gens qui ont été formés dans les universités algériennes avec un budget, chaque individu, chaque cadre, chaque ingénieur, chaque médecin qui arrive ici en France, il vaut déjà plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Et les pays occidentaux récupèrent déjà tous les budgets de l'enseignement depuis l'école, parce que de l'école, du primaire jusqu'à l'université, il faut bien voir que à d'une entrée, combien entre une quarantaine d'élèves qui rentrent à l'école primaire et à la fin on en récupère un ou deux avec un diplôme ou un diplôme d'ingénieur. Donc tout ce parcours, ce sont... Je reviens à vous, Atman Mazid. Je reviens à vous dans un instant pour terminer l'émission avec vous. Gamal Abina, vous le disiez quelques instants, et puis on sait aussi un peu l'analyse que vous êtes. Vous prenez de la hauteur. Vous êtes peut-être un peu militant d'un côté, mais en tout cas, vous n'avez pas le même rôle que les vraiment les militants qui sont en opposition totale à ce régime. Vous parlez de ce 26 décembre 91 à l'instant. Si vous en parlez aussi vous-même, c'est que à l'époque le peuple a parlé. On a vu la suite, c'est l'arrêt du processus démocratique en Algérie. Il a tant peur que ça le pouvoir. Si effectivement, vous le dites vous-même, s'il est vraiment fort, pourquoi est-ce qu'il ouvre pas le champ médiatique? Est-ce qu'on retrouve pas des Zoubida Assoul, des Karim Tabou, des Fethi Herrez, des grands avocats sur des spécialistes, des Bouchachi, des gens comme ça qui pourraient être des Mohsen Bella Abbas, des avocats comme ça de Bouarba sur des plateaux face aussi au président peut-être qui sera candidat, etc. Pourquoi est-ce qu'en Algérie on n'a pas ça? Le pouvoir est tellement fragilisé, a tellement peur aujourd'hui, il a vraiment tout intérêt à garder cette Algérie? Moi, je suis très étonné. Là, vous me posez la question. Effectivement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas le champ politique, le champ médiatique. Vous n'avez pas d'avis là-dessus? Vous n'avez pas qu'à... Si, j'ai un avis. Si, bien sûr. Non, j'ai un avis. Moi, je pense que c'est les mauvaises habitudes qui ont la vie dure. C'est-à-dire que, comme il y a eu une explosion démocratique en 89, 90, 91, quand tout le monde pouvait parler, quand les critiques étaient formulées, quand c'était vraiment impressionnant. Il y a une effervescence, la presse a explosé. On a quand même 3 millions de personnes qui lisent la presse quotidienne en Algérie, hein. Donc c'est un peuple très éduqué, c'est un peuple très mobilisé, c'est un peuple qui a montré sa maturité avec le Hirak, et c'est cela qui me fait dire pourquoi ont-ils cette mauvaise habitude, car c'est une mauvaise habitude de confisquer la parole, de ne pas laisser les autres s'exprimer. Le principe démocratique, c'est que même si on n'est pas d'accord, on doit pouvoir le dire. Mais cette habitude, elle doit changer. On a une nouvelle Algérie. On parle au monde entier. Abdelmajid Tebboune parle au monde entier d'une nouvelle Algérie. On pourrait pas refaire l'émission. On en parle tout au long de l'année. Il y a vraiment des mots qui reviennent. Tout est ouvert en Algérie. C'est ce qu'il dit, le président algérien. Et à l'inverse, vous avez une analyse différente. Moi, si j'avais la possibilité de parler directement aux autorités, je leur dirais ouvrez immédiatement. C'est idiot de ne pas ouvrir. Vous avez vu la maturité des peuples, vous avez vu le Hirak, l'intelligence des gens. Ouvrez le champ médiatique et le meilleur va gagner. Il n'y a pas à s'inquiéter. L'Algérie n'est plus dans la situation catastrophique des années 90 où il n'y avait pas d'argent, où il y avait une instabilité chronique, où il y avait des militaires qui étaient littéralement, on peut le dire, des vendus à Mitterrand. C'était vraiment des gens qui étaient infâmes. Ces fameuses janvieristes, cette fameuse promotion à Lacoste qui avait des commandes, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que l'Algérie ne s'ouvre pas? C'est une question qui reste posée. Moi, je pense que ce sont des mauvaises habitudes qui ont la vie dure, qui ne veulent pas partir parce qu'il y a les mauvais conseillers qui disent attention, si vous ouvrez trop, c'est dangereux. Et ils ont tort. Le peuple algérien est mûr, il est intelligent, il est en mesure de pouvoir réussir les choses. Merci Gamal Abina. Atman Mazid, j'espère qu'on va bien vous entendre. C'est que c'est une question d'habitude, le fait qu'on n'ouvre pas en Algérie, ou est-ce que c'est parce que derrière il y a aussi des militaires, des clans qui tiennent et qui ont envie de garder, comme on sait qu'en 91
les militaires, enfin les généraux sont quand même intervenus pour dire stop à cette victoire. Je rappelle aux téléspectateurs, on adhère pas, mais le FIS à l'époque avait gagné au premier tour à 47%. C'était 60% de participants dans les urnes. Quand on voit le désastre des dernières présidentielles ou des dernières législatives, malheureusement l'Algérie est tombée en termes de confiance, de confiance en politique. Alors, et on termine avec. Merci de me donner la parole. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat et bon, je sais que je vais me choper, comme on dit, une flopée de bois vert. Moi, le fait qu'on me rappelle que les années 89, 90, 91 aient été la période, le faste de la démocratie en Algérie, moi, je le conteste carrément. Il faut pas oublier que avant la loi. Alors juste une précision, la loi électorale a été promulguée une semaine avant le scrutin. Donc pour vous dire que les dés étaient pipés dès le départ, pour moi, Chadli, dont on parle jamais, je n'en ferai pas le chantre de la démocratie et je ne ferai pas de cette période 89 à 91 les années d'or de l'Algérie. Il y a en tout cas, c'est une période. Alors, je vais m'excuser auprès d'Atman Sabeg, mes collègues, ou Jamal Taleb qui vont prendre l'ombre. Je prends vraiment 2 minutes, mais c'est une période où il y a eu des millions d'Algériens qui sont allés voter. Il y a le FIS, le FLN, le FFS qui arrivent. Il y a eu un engouement. Je dis qu'il y a eu une ouverture démocratique. A-t-on pu, par exemple, pendant cette période, condamner ou dénoncer des militaires? Voilà, on nous a amusés avec quelques ministres, quelques individus, on nous a sorti quelques individus, parler de celui-ci ou de celui-là, mais jamais nous n'avons pu dénoncer le régime militaire algérien. Donc la démocratie de 1989, c'était un ersatz de démocratie, c'était un leurre, et malheureusement, ils ont essayé de jouer et ils se sont brûlés. Voilà, parce que tout d'abord, il faut revenir aux fondamentaux, hein, revenir aux fondamentaux de la démocratie. Il n'y a aucune démocratie. Pardon ? Je vous laisse terminer rapidement, malheureusement, je vais devoir rendre l'antenne. Je dirais simplement que cette année, ce scrutin, aujourd'hui, on nous ressasse toujours les années 91, le scrutin de 91, il faut oublier cette période et arrêter de nous renvoyer, d'essayer de revenir, parce qu'aujourd'hui, il y a des tentatives d'un côté et d'un autre, de revenir, certains voudraient revenir avant 91 et d'autres revenir juste après 91. Donc, cette année, cette charnière du 27 décembre, il faut la dépasser. Viendra le moment où il faudra faire les comptes, où il faudra faire des bilans, mais que revenir systématiquement, toujours tenter de revenir avant le 27 ou après le 26 ou le 28, je pense qu'on est dans l'erreur, que ceux qui tentent cette manœuvre ou l'autre sont dans l'erreur et que c'est un danger pour l'Algérie de rester focalisé sur cette date du 27 décembre. Alors c'est vrai, quand on prend souvent cet exemple, c'est vraiment pour redonner le contexte électoral où les gens se sont exprimés après les bilans, la décennie rouge, etc. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que pourquoi on prend cet exemple aussi, parce que peut-être en 62 ans d'indépendance, pour certains territoriales et d'autres, vous attendez toujours cette indépendance, de liberté. C'est vrai que tout de même, les éléments sont là, les gens sont allés voter, il y a eu plusieurs partis, il y a un champ médiatique qui était présent, et c'est surtout ça un peu, c'est vraiment de remettre cette période. Peut-être qu'aux prochaines élections, ça serait bien qu'en Algérie, on ait 60% d'électeurs qui aillent au moins voter, qu'il y ait plusieurs partis aussi, que les gens s'expriment, alors qu'on a vu aux dernières élections. C'est pour ça que souvent on prend cet exemple, parce que c'est la seule période réellement où il y a eu, c'est pour ça qu'on vous lance, nous en tant qu'aussi journalistes, un peu pour avoir un peu des comparaisons en termes de période démocratique. Ensuite, effectivement, ce qui s'est passé derrière, c'est aujourd'hui, effectivement, malheureusement, les enquêtes en Algérie, vous le savez, il y a cette période, mais il y a aussi Mahato Blounès, il y a Massini Saguerma, il y a le jeune Atman Djebari, par exemple. On pourrait en citer, plusieurs. Merci à tous les deux, Gamal Abina et Atman Mazid. Merci. J'ai pris 4 minutes de retard. Je suis désolé pour mes collègues. Dans un instant, je crois que c'est l'édito de Jamaldine Benchenouf. Bonne soirée à tous et à demain.